On va tout de suite accueillir notre première invitée, Elena HOYOS SANTAMARIA, qui est responsable de l'agence d'innovation et de développement de la région de Valladolid. Donc, on part pour l'Espagne. On va, rêver un petit peu. Première question qui n'a rien à voir avec la thématique de la journée ni de la semaine, mais qui va nous permettre un petit peu de voyager à travers vous, madame. Quel temps fait-il en Espagne? Super. Ah ben voilà, Il y a du bien soleil. évidemment. Il y a du soleil. C'est l'Espagne. Est-ce Mais que je pas pour peux vous longtemps. demander, puis-je vous demander de baisser légèrement votre caméra pour que l'on voit un petit peu plus votre visage? Impeccable. Parfait. Comme ça? Voilà, c'est très bien. C'est très bien, merci. Alors, Patrick OLIVA l'a dit il y a un instant, on va focaliser pendant les 3 quarts d'heure qui viennent sur quelques retours d'expérience internationale en guise de source d'inspiration à toute cette démarche et à ce que nous pourrions imaginer les uns les autres localement ou régionalement. Et avec vous, nous allons parler d'un projet de territoire urbain, économique, scientifique autour de la mobilité électrique, mais qui est porté donc sur la zone de Valladolid. Vous pouvez peut-être déjà nous présenter ce secteur et puis, bien évidemment, ensuite parler davantage de votre projet. Nous vous écoutons, madame. Merci. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. C'est un vrai plaisir et la journée a été vraiment très intéressante. Bon, je vais faire une petite introduction. Je ne sais pas pour la présentation, pour passer les diapos, si je dois demander de passer les diapos, comment ça se passe? Alors, oui, je dis oui. On me dit de vous dire oui. Voilà. Je ne peux pas faire mieux et on a quelqu'un qui nous rejoint. Ok, ok, parfait. Comme je disais tout à l'heure, je vais faire En fait, une petite introduction de la ville de Valladolid. Valladolid compte plus de 300 000 habitants et couvre près de 200 km². C'est dans la partie nord-ouest du pays, environ 200 km de Madrid. Mais quand on parle d'économie intelligente, il faut parler non seulement de la mairie de Valladolid, mais plutôt de l'agence d'innovation où j'appartiens, où je travaille. L'agence agit comme un catalyseur des projets Smart Cities, dispose de son propre personnel et gère des projets transversaux à tous les départements de la mairie. Concernant le développement économique qu'on développe à l'agence d'innovation, nous réalisons des programmes et projets qui offrent de la formation, des subventions, du mentorat et de l'espace de coworking pour les nouveaux entrepreneurs. Nous avons également des programmes innovants pour aider les chômeurs à trouver un emploi et aussi dans l'agence est logé le bureau de la voiture ou du véhicule électrique. Et aussi, nous avons géré les subventions dans le cadre d'un programme intégré de lutte contre les conséquences économiques du Covid. Et on a donné environ 13 millions d'euros. Mais bien sûr, surtout, on passe à la suivante diapo. Surtout, nous croyons au travail en réseau, l'intégration des capacités, aux échanges et au partage d'expériences et aussi à la réplication des initiatives. Pour nous, les réseaux sont un catalyseur des projets urbains dans des scénarios urbains. Nous partageons une vision commune poursuivant un objectif commun. Et comme c'est le cas du réseau international des villes Michelin où on appartient.
Mais quelle est la vision de notre ville? Quelles sont nos inquiétudes? La suivante diapo sont à peu près les mêmes que toutes les villes de taille moyenne en Europe. La perte d'habitants, le chômage, les risques d'exclusion sociale, le vieillissement de certaines infrastructures, sont dégradées, problèmes de circulation et de stationnement, vulnérabilité face au changement climatique, la pollution de l'air, et les risques de dommages dus aux inondations, étant donné que nous avons le fleuve qui s'appelle Pisuerga, qui est très connu d'ailleurs dans toute l'Espagne. Et par rapport au contexte politique, on passe à la suivante diapo. Le contexte politique, Valladolid avait créé Inolid 2020 plus. C'était les stratégies de développement urbain intégré. Pour nous, c'était l'instrument politique le plus important conçu par la municipalité pour impliquer les personnes et la citoyenneté dans l'utilisation des moyens de transport durable. Mais il est bien connu par tout le monde que la situation a changé. Et en ce sens, les instruments politiques de référence ont été révisés, notamment le plan général d'urbanisme qui a été approuvé l'année dernière et le plan de mobilité urbaine, le PIMUSPA, qui a été approuvé cette année. Aussi obligatoire, il me semble que c'est pareil en France, obligatoire pour les villes de plus de 50 000 habitants et aussi pour les demandes, bien sûr, des subventions. D'autre part, il y a des plans et des projets qui sont également importants par rapport aux politiques publiques de transport durable telles que l'agenda urbaine 2030, les plans directeurs vélo, les plans de transformation numérique et d'innovation SmartBa, ou les plans de soutien au commerce qui est intégré dans les compétences qu'on a au département d'innovation. Toujours tous ces instruments sont liés au thème de l'économie basse carbone. Cet scénario est notre point de départ pour les priorités dans le domaine de la mobilité. On va le voir dans la prochaine diapo. Voilà. Et on peut regarder dans la diapo quelles sont nos priorités. Les non motorisés améliorés, la promotion des transports en commun, l'amélioration de la distribution urbaine des marchandises, l'amélioration de la gestion des routes et du stationnement, mais surtout, l'éducation et la formation. Je pense qu'on doit mettre en avant que sans éducation et formation, on n'a rien à faire évoluer. Dans ce contexte, nous avons concentré les efforts d'amélioration de la mobilité sur les points suivants. La prochaine diapo. Ce que vous avez appelé, qui m'a fait sourire, votre galaxie de la mobilité. Alors, la priorisation des piétons, pour nous, est d'une grande importance dans l'urbanisme, avec des actions d'urbanisme tactiques et de transformation urbaine simples mais puissantes, permet de changer l'usage de l'espace. Et maintenant, la mairie de Valladolid est en train de créer de nouveaux espaces et travailler dans la formulation, dans la mutation de l'espace public, notamment afin que les piétons et les vélos en prennent possession. Nous avons conçu des actions
de participation citoyenne. Par exemple, des itinéraires verts pour explorer de nouveaux espaces urbains, principalement dans des itinéraires conçus pour les loisirs. Et on peut les voir dans la diapo suivante. Ce qu'on appelle les voies vertes. Les voies vertes sont un bon moyen, par exemple, de promouvoir l'usage du vélo dans le but de faire découvrir les patrimoines naturels, les interventions vertes de la ville. Nous avons un projet Horizon 2020 qui s'appelle le projet Urban Green Up, qui sera une bonne occasion pour découvrir la ville avec ce type d'intervention. Alors, concernant l'intégration de la mobilité cyclable, on va le voir dans la suivante. Quelques points stratégiques à prendre en compte dans l'intégration de cette mobilité. Les fleuves, Pisuerga, comme je disais tout à l'heure, les voies ferrées, l'université et les zones industrielles. On va se concentrer sur les zones industrielles. Dans le cas du raccordement des réseaux de pistes cyclables aux zones industrielles, cela continue à nous poser un problème, un véritable problème pour la ville de Valladolid. De plus, la grande majorité des entreprises de ces zones industrielles n'ont pas de plan de transport durable au travail. Nous pensons que la mise en œuvre de certaines mesures ou actions spécifiques jugées douces ou soft action pourrait également faire contribuer à évoluer les habitudes de mobilité, notamment en favorisant l'usage du vélo, du covoiturage, par exemple, ou des flottes électriques. On peut le voir dans la suivante diapo. Et on avait des propositions stimulantes d'un partenariat où on travaille, c'est le projet Interreg Europe Before Trans qui nous permet d'aborder ce type de questions. Nous avons conçu des actions. La première, nommée labelliser les espaces comme espaces vélo-friendly, et une autre action qu'on avait nommée comme promotion de vélo pour aller au travail dans les zones industrielles et les zones commerciales avec les vélos ou par exemple en faisant du covoiturage. On pense que les deux actions sont des éléments énergisants qui aident à motiver les jeunes à changer les habitudes. Labelliser les labels, c'est une chose qu'on considère très intéressante pour la ville. Grâce au projet Before Trans, comme je disais tout à l'heure, nous avons appris que les certifications Bike Friendly Employer impliquent un niveau élevé d'engagement des entrepreneurs, mais elles sont très efficaces, ou que certaines étiquettes sociales, par exemple, augmentent la perception que les gens ont d'eux-mêmes en tant que personnes favorables à la protection de l'environnement. Labelliser les espaces pourrait éventuellement faire augmenter le nombre d'équipements de cyclables dans les entreprises, les parkings vélo, les accessoires vélo, mais aussi de prendre en compte ces labels pour concevoir les plans de déplacement vers le travail. Du côté commerce de proximité, par exemple, l'objectif est d'augmenter le nombre de magasins qui deviennent bicycle friendly stores. Bon, je suis désolée pour utiliser des mots en anglais, mais bon, j'imagine que c'est un peu le cas aussi pour vous. Concernant, oui, la suivante, voilà.
ici. La mise en œuvre de certaines mesures dans les plans de transport au travail et des campagnes qui favorisent l'utilisation du vélo ou le covoiturage ou l'utilisation d'un véhicule électrique comme mesure de motivation pour les entreprises et les employés sont d'une grande valeur. Pour nous, sont d'une grande valeur pour changer les habitudes. Aujourd'hui, j'ai connu, par exemple, les forfaits mobilité, que je ne les connaissais auparavant. Et il me semble que ça peut être une chose, une bonne pratique qu'on peut ajouter au plan de transport au travail. Concernant l'impact sur les politiques de transport public, on va le voir dans la diapo suivante. Nous avons 3 points clés. Voilà. L'utilisateur, un meilleur équilibre entre voiture privée et transport public, transport en commun, et demande de transport métropolitain. En relation avec les utilisateurs, OASA, qui est l'entreprise municipale de transport urbain, a créé une plateforme de transport public urbain pour une meilleure planification des déplacements en tant que moyen pour, bien sûr, pour stimuler les transports, d'améliorer l'interopérabilité et d'optimiser à la rigueur l'utilisation des ressources publiques. Cette planification, on va le voir dans la diapo suivante. OASA a mis à jour voilà. A mis à jour une application afin de permettre une meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Il est prévu d'établir un planificateur, d'itinéraires, des horaires, etc. La mise à jour de l'app aura la possibilité de transport à la demande dans certains quartiers de la ville. Cette plateforme inclura des informations en temps réel et une planification d'itinéraire basée sur des données dynamiques. Mais le transport en commun a beaucoup plus d'autres choses qu'une application. Pour nous, nous sommes conscients qu'il est également nécessaire de créer une nouvelle culture de transport. Voilà. Parfait. La suivante. Qu'il est nécessaire de créer une nouvelle culture de transport public, mais aussi avec des véhicules moins polluants. La ville de Valladolid s'est chargée d'électrifier une ligne de bus avec 100 bus hybrides à autonomie étendue, dont 2 avec des fonds européens, achetés à Vectia, qui était une société dédiée au développement de bus urbains hybrides et électriques. Le système de bus prévoit un maximum de 7 minutes de recharge à travers les 2 pantographes que vous voyez dans l'image, au début et à la fin du voyage, et fonctionne actuellement à l'électricité environ 67% du parcours, soit environ 4 kilomètres. Et comme vous voyez dans la plateforme de surveillance, on peut voir la performance des bus électriques, la consommation, le niveau de batterie, le chauffage, l'énergie régénérée au freinage dans un scénario de trafic urbain. L'évaluation est importante. Il me semble que c'est la suivante. C'est ce que je vais dire tout à l'heure. Voilà. L'évaluation est importante car elle peut accompagner les nouvelles décisions, économie de CO2, des épargnes, etc. L'intervention permet de montrer que ce type d'action a une influence sur la politique de transport urbain dans la ville. En effet, un contrat a été annoncé entre la mairie de Valladolid et OASA et la société de transport avec un accord cadre pour l'acquisition de 30 bus électriques entre 2021 et 2024.
Et d'autre part, on passe à une autre diapo. Valladolid se concentre aussi sur le renforcement des flottes de livraison, comme nous avons vu tout à l'heure, en raison du fort impact sur la mobilité urbaine, voitures, bus, mais indirectement sur la mobilité des piétons et cyclistes. Il est nécessaire de faire évoluer les comportements du secteur de la livraison urbaine vers des modèles plus durables, et avec également la promotion de l'intermodalité. Et bien sûr, garder à l'esprit la technologie aide à répondre de manière adéquate aux problèmes de la logistique urbaine. Donc, nous proposons tous les années, on passe à la suivante, nous proposons tous les années, lors de la semaine européenne de la mobilité, faire un parcours dans la ville avec une caravane de véhicules électriques et des flottes électriques aussi de livraison. Les vêtements servent à partager l'expérience utilisateur, à interagir avec les citoyens consommateurs et aussi d'être en contact avec des acteurs clés de la distribution urbaine et de la logistique. Cependant, la ville travaille dans ce domaine depuis longtemps avec les projets Retours urbain. On avait signé un accord cadre pour encourager le secteur mobile à haute intensité à l'achat des véhicules électriques. Avec cet accord, on peut le voir dans la diapo suivante, nous signons de nombreux contrats de services pendant deux années avec entreprises afin qu'ils nous fournissent des données aux véhicules et des bornes de recharge, afin qu'ils nous aident à mesurer l'impact sur la ville. Pour obtenir les données, on peut les voir dans la suivante. Les partenaires JMV, en charge de l'installation à bord des appareils dans les véhicules, a dû traiter les informations. Et on peut voir les résultats, on peut le voir dans l'image suivante, les résultats dans des économies d'énergie, de réduction de CO2, presque 64 tonnes de réduction. Et si on passe à la suivante, on peut voir que, par exemple, un seul taxi a permis une réduction de plus de 30 tonnes de CO2 en 2 ans et une économie d'énergie de 62 mégawatts-heure, sans compter les économies de carburant calculées à plus de 9 000 € en 2 ans. Et dans la suivante, on peut voir un sommaire des résultats de mobilité des voitures et aussi des bus. Et pour finaliser, on va passer à la sécurité routière. La sensibilisation, comme je disais tout à l'heure, et la formation est une question prioritaire, et aussi les besoins de politiques sur les problèmes liés à la mobilité des enfants. On passe à la suivante. Nous croyons à ce besoin d'une politique de promotion et de la formation pratique à la circulation routière et cyclable et de la régulation du vélo à travers ce qu'on appelle la méthode Bikeability. Nous allons développer une action qui consiste à un cycle de formation par des instructeurs expérimentés dans les écoles à travers d'un programme d'apprentissage progressif comme un moyen efficace aussi d'acquérir de la confiance et des compétences de conduite. Pour développer cette activité, nous partons de l'expérience précédente des parcours scolaires sûrs ou sécuritaires. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. On peut passer à la suivante. La mairie de Valladolid collabore avec les écoles, les familles, les associations et la police même à la mise en place de chaque itinéraire ainsi qu'à son adaptation
principalement en introduisant les panneaux verticaux, horizontaux, de nouvelles marques routières, en paramétrant le fait de circulation ou les limitations de vitesse. On peut passer à la suivante, c'est presque la dernière. Les projets ont différents outils qui peuvent être utilisés pour surveiller et suivre ce qui se passe dans la route. Un rôle clé, par exemple, est ce qu'on appelle les boutiques, ou ce que j'ai appelé en français les boutiques amicales, qui fournissent les informations de première main aux enfants et exercent un contrôle social sur la sécurité de certaines zones sur la route. Ce type d'intervention implique aussi un degré élevé d'engagement, non seulement de la partie des écoles ou de la commune, mais aussi du côté social, dans l'ensemble du processus. Bon, pour finir, simplement, ça c'est les empreintes, marcher à l'école, les panneaux verticaux au point de rencontre pour les parcours scolaires. Mais pour finir, simplement dire que nous pensons que de la formulation de tout plan de mobilité à son achèvement, les citoyens doivent participer, les engager dans l'action afin de s'assurer le succès, ou peut-être si on peut pas assurer le succès, mais de les faire partie dans les résultats qu'on aura. Et bon, avec ça, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. Désolée s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris par le français. Désolée. C'est nous qui vous remercions vraiment très très fort, Madame, d'avoir pu nous présenter tout ce projet, toute cette dynamique et de l'avoir fait dans un français parfait. Merci beaucoup. J'ai envie, en synthèse, alors que nous accueillons notre autre invité, Chris BRUNTLETT, j'ai envie, en synthèse, de reprendre quelques points que vous avez abordés, sur lesquels vous vous êtes arrêté plus ou moins longuement. L'implication des personnes, et cette implication ne peut se faire sans construction, sans co-construction. Vous avez aussi dit quelque chose que je traduis un peu plus dans la culture française comme étant nécessaire, l'augmentation de la perception des citoyens à se sentir utile à cette construction. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous avez aussi dit que la vision globale du projet ne pouvait pas exister sans prise en compte des inquiétudes réelles des pouvoirs publics, des citoyens. Je trouve que cette transparence est aussi à signifier. Et puis, je ne le dirai pas avec votre charmant accent, mais vous avez dit surtout, l'éducation des plus jeunes et peut-être aussi des gens de notre génération, parce que voilà, on a tous à être éduqués tout au long de notre vie à cette vision. Merci beaucoup, Madame. Peut-être une question, si quelqu'un a une question à poser à Elena, et sinon on peut soit la libérer, soit elle reste avec nous pour la suite de l'intervention. Merci beaucoup en tout cas, Madame Hoyos. On l'applaudit. Un plaisir. Je vous en prie. Merci. Patrick, je vous laisse le micro, la parole pour accueillir notre nouvel invité, Chris BRUNTLETT. Merci Marc Alexis et muchas gracias, Elena. Très très bien. We're going to turn to English now, and we have Chris BRUNTLETT, who is a Dutchman. I think that Chris doesn't speak French. I don't speak Dutch, and I don't think that you do in the audience. So we're going to go to English. So Chris, I know we have a few movies to present. We have a few slides, if I'm correct. Could you just introduce the session, and then we'll do what you want to make sure that we capture the essence of the message that you want to give us. Of course, yes. Greetings, everyone. My name is Chris BRUNTLETT, and I'm with the Dutch Cycling Embassy based in Utrecht in the Netherlands.
When we work with new cities, we always emphasize the importance of network planning, of bicycle network planning, not to design individual cycle routes, but an entire grid of cycle routes. And the Dutch have developed 5 principles of network planning. They are cohesion, comfort, attractiveness, safety, and directness. We're going to see short films that explain 3 of those 5 principles. That's all we have time for today. But I'm happy to discuss them in more detail and answer questions when they are finished. Okay, so we go with the 3 elements that you mentioned. Hi, welcome to this knowledge clip about Dutch cycling. My name is Tije Gorris from DTV Capacity Building in the Netherlands. The famous Dutch Crow Bike Design Manual talks about 5 design principles for bicycle infrastructure: cohesion, directness, safety, comfort, and attractiveness. In the next minutes, I will introduce the cohesion principle. If we want to promote the use of the bicycle as a means of transport, we need to make sure that cyclists are able to cycle from A to B, from anywhere to everywhere. That is why the design principle cohesion is relevant. Cohesion is about the possibility of getting somewhere by bicycle, whether it is a single-mode trip by bicycle or a multimodal trip that involves using a bicycle to access public transport hubs. Cycle-friendly infrastructure should form a cohesive whole and link all origins and destinations that cyclists may have. Imagine a short trip from home to friends elsewhere in town, or taking your bike to ride to your office, to school, to the metro or train station, or for shopping. On each trip, your route will take you from your residential street to bicycle paths, a cycling street, and busier roads. You might be cycling on separated cycle paths or in mixed traffic. Cohesion is about connecting all these elements and ensuring that a door-to-door trip is possible by using your bicycle. This applies both to the network level and to the network elements, such as sections and intersections. An important element that determines the cohesiveness of a network is grid size. Let's look into this. The network is to connect origins and destinations. It consists of link and link alternatives, a grid. The grid size is a measure which can be defined as the distance between parallel connections. A grid size of roughly 300 to 500 meters is usually the right choice within built-up areas. This offers a balance between providing sufficient choices and route alternatives without either lengthening the trip or reducing the number of crossings. Grids that are too small, for example, often have too many crossings and intersections, which in turn affects user comfort. The city of Delft in the Netherlands, for example, started planning their network in the late 70s, early 80s of the last century. Throughout the decades, a comprehensive network was planned, developed, expanded, and improved. You can clearly differentiate the principal network in red, the secondary network in blue, and the local network in green. Considering cohesion is essential when planning the bicycle network. Such planning guarantees that sections and lanes remain connected without missing links, and that the lower level networks, such as local streets, are linked to the main network. Of course, a network is not built in one day, neither was Rome. The key lesson here: start with a link, plan for a network. In this clip, I have focused on one of the design principles for bicycle infrastructure: cohesion. The key advantage of the design principles is the transferability. Whether you are in Europe, the Americas, Africa, Asia, Down Under or elsewhere,
whether you are a starting, climbing, or a champion cycling culture. These design principles apply to each situation. And applying the design principles leads to safe and successful bicycle infrastructure. Profitons de l'expérience et appliquons, simplement appliquons. On passe au deuxième. We go to the second one. Non, je pense qu'il attend les trois. Okay. Ouais. Ah oui, c'est ce qu'on a dit. Hi, welcome to this knowledge clip about Dutch cycling. My name is Tije Goris from DTV Capacity Building in the Netherlands. The famous Dutch Crow Bike Design Manual talks about 5 design principles for bicycle infrastructure: cohesion, directness, safety, comfort, and attractiveness. In the next minutes, I will introduce the comfort principle. We must realize that it is human instinct to seek comfort. Even so, engineers and infrastructure developers may not always consider this essential design principle as carefully as they should. Strategic objectives to stimulate bicycle usage are becoming increasingly more commonplace, as this principle plays such a crucial role in creating a more pleasant cycling experience. It should not be overlooked. Comfortable bicycle infrastructure should ensure that cyclists experience minimal stops or nuisance. For example, vibrations, extra exertion due to height difference, trouble from other traffic and delays. To fully grasp the importance of this principle, one must be aware of the following characteristics of bicycle usage. A bicycle, unlike many motorized vehicles, has no suspension systems. Cycling is essentially an outdoor activity with little or no protection from the elements. Bicycles are human-operated vehicles. Cycling is a balancing act. If we take cyclists as a starting point for bicycle infrastructure design, and the design considers the characteristics mentioned, then cyclists can actually offer a comfortable ride and journey. Let's have a look at some examples of how this could work in practice. An important solution is to plan links of the bicycle network on quieter streets in order to avoid noise and exhaust fumes. On street level, creating smooth pavement is an important solution. Furthermore, as cycling requires physical effort, you would want to avoid unnecessary extra effort by having to take detours or having to make unnecessary stops. Network links should provide direct connections, avoid detours, and reduce bends. Having to stop at a traffic light, for example, requires great effort. Cyclists must get up to speed again as soon as the light turns green. This requires more physical exertion than if they had simply been able to continue along their way without any interruptions. While, from a safety point of view, it is sometimes necessary for a cyclist to dismount. Such an obligation should be avoided as much as possible from the standpoint of comfort. Furthermore, optimizing wayfinding is another aspect to take into account when planning for comfort at the network level. Signage to provide directories to important destinations or function facilitates cyclists in finding their way around. This relieves possible anxiety for getting lost and provides guidance across the bicycle network, which mobile navigation or navigation apps are not always able to provide. In this clip, I have focused on one of the design principles for bicycle infrastructure: comfort. The key advantage of the design principles is the transferability.
whether you are in Europe, the Americas, Africa, Asia, down under or elsewhere. Whether you are a starting, climbing or a champion cycling culture, these design principles apply to each situation. And applying the design principles leads to safe and successful bicycle infrastructure. Directness. Alors, ils ont traduit ça à un moment donné par directivité, une fois par franchise. C'est plutôt liaison directe. Hein? Voilà. And we go with the third one. Hi, welcome to this knowledge clip about Dutch cycling. My name is Tije Goris from DTV Capacity Building in the Netherlands. The famous Dutch Crow Bike Design Manual talks about 5 design principles for bicycle infrastructure: cohesion, directness, safety, comfort, and attractiveness. In the next minutes, I will introduce the directness principle. Directness means offering the cyclist as direct a route as possible, with detours kept to a minimum. Why is this principle relevant? Because the bicycle is human-powered, and we do not want to waste energy on detours. And because we want fast connections and minimize delays as much as possible in order to make the bicycle a competitive transport mode. Planning for directness is about distance and time. So, planning short and fast routes. Shall we take a closer look on how this works? First, about distance. Short routes between origins and destinations can be created at the network level by providing a connected and sufficiently dense bicycle network. The so-called detour factor can be used to assess the directness. We take the distance as the crow flies as reference and compare the actual distance on the road to the reference. For the principal bicycle network, the minimum ambition should be to having an average detour factor of about 1.20. For other parts of the network, 1.30 to 1.40 is acceptable. Secondly, about time. Reducing journey time is possible by creating routes without delays. For example, by using measures such as one-way streets for cars that allow contraflow for cyclists, and by creating routes that may exclusively be used by cyclists and pedestrians. Designing for directness at the section level means to avoid bendiness as much as possible. In practice, deviations often occur. Delays could be reduced by giving right-of-way for cyclists, priority or more green time for cyclists at traffic lights. Reducing these delays contributes to the directness at the intersection level and consequently to the directness of the network. Planners who apply this principle may reduce cyclists' average commuting time and as such promoting bicycle use. Especially in congested urban areas, the bicycle proves a competitive alternative to the car in terms of journey time. In this clip I have focused on one of the design principles for bicycle infrastructure, directness. The key advantage of the design principles is the transferability. Whether you are in Europe, the Americas, Africa, Asia, down under or elsewhere. Whether you are a starting, climbing or champion cycling culture, these design principles apply to each situation. And applying the design principles leads to safe and successful bicycle infrastructure. Very good. Thank you so much, Chris. These 3 clips were excellent. Do we have a material to present in addition to these 3 clips? Do we have slides or something like that?
Chris? No, it's fine. Okay. Yeah. No, So thank you very much, because it was very informative, and I mean your messages are quite clear, and of course the key ingredient is the notion of transferability. This is exactly why we are here today, listening to you or watching to your clips, because we have to accelerate. Of course, the Dutch example is definitely a shining example that we would like to follow. We are far behind, I would say. Could you tell us, in your motivations as a cycling embassy, how you operate with the cities which potentially would like to catch up with you? Yeah, it starts with the acknowledgement that every city is different, every culture is different, every geographic region is different. They are going to have their own limitations, their own challenges, but also their own opportunities. And so it's a matter of identifying those opportunities and ultimately the goals that they want to achieve through cycling, not just more bikes on the street because it's nice to have, but how cycling fits into their larger goals as a society for sustainability, for resilience, for equity, for all these larger goals that cities are aspiring towards, and understanding how cycling can help them achieve those goals, again, through cohesive, direct, safe network planning, and not just throwing down a few bike routes that hope to connect various destinations within that city. In Clermont-Ferrand, where I said we are lagging behind you, of course, model rate for biking is 3%. 3%, okay? It's not a lot. Of course, we have a city which is not a plain field. We are built on volcano, so it's a different geography than what you have suddenly in Delft or in some of the Dutch cities. What would you consider, based on your experience, a reasonable time to move from 3% to 15%, which I consider to be the minimum acceptable level that a modern city should aim at? Yeah, well, that depends on, how fast your politicians are willing to move, because we're talking about reallocating road space, removing parking spaces, and deprioritizing car movement within the city, which always results in controversy and backlash. You can move very quickly. I think cities have shown that you can get from 5 to 10% in perhaps 5 to 10 years. But that's always acknowledging the political reality that you're going to have to do this incrementally, and you can't just do it overnight. Now, there are some really great exceptions. Sevilla in Spain, for example, that dropped down its entire network basically in a week, and saw a huge mode shift as a result of that. But you have to really bring the public along, bring the politicians along, bring the media along, bring the business community along, if you're going to do something like that, and go at it very strategically, because if you get it wrong, then you're not going to get a second chance to do it again. Exactly. How do you measure happiness? I mean, the level of satisfaction that the population expresses in seeing the rate of biking increase in the cities, because this is, I think, key if we really want to move fast. And it's very difficult to measure quantitatively. It becomes a very qualitative thing. Seeing more children on the street that are able to move around their city independently without their parents driving them around. I mean, that's an incredible, intangible benefit that you won't measure, but brings them a new quality of life for both them and their parents. Same with the elderly population. The age group 65 to 75 is actually the demographic that cycles the most in the Netherlands. And it's because the cycle networks allow them to participate in society, to go to their appointments, their shopping, their various social activities throughout the day by bicycle. And again, that's something you can't measure, but the benefits that cycling bring are really kind of,
myriad and complex. Yeah. Chris, another question that I have on behalf of the audience is about, how can I say, the coexistence of regular bikes and electric bikes. Because this summer, when I was in Brittany, I noticed that in the biking lanes, we had more and more electric bikes going faster and faster. And I even had at one moment, because I was on a regular bike, I even had at the moment an impression of not being completely safe anymore, because there was a question of the flow of cyclists not being homogeneous. I would imagine that in Holland you have electric and non-electric bikes all together. What have you done specifically? Maybe you have not done anything. How do you regulate and make things smooth? Yeah, it does come down to regulation, and here electric bikes are speed limited to 25 kilometers per hour. Okay. If they're able to go above that, then there's insurance and helmet, and they're not allowed to use the cycling infrastructure. So there is a limit to the speed those e-bikes can go. There always have to be pedal assist. But the cycle lanes, the spaces for cycling have to be built with that slight variation of speed in mind. And it's not just electric bikes. There's now obviously cargo bikes or freight bicycles using the cycle lane. There are all these micro mobility devices, kick scooters, and because there's children and the elderly and various demographics cycling, we need to future-proof our infrastructure, make sure it's wide enough to allow for safe passing, comfortable overtaking, people riding side by side, and unfortunately, we see a lot of cities just creating the minimum amount of space that forces cyclists to ride single file, and that is where you get the friction between sports cyclists, regular cyclists, electric cyclists, child cyclists, elderly cyclists, and freight cyclists. There's more and more competition for the cycle path, and we should be designing them accordingly. I remember a couple of years ago, I asked to the vice mayor of Copenhagen how they had managed actually to really initiate the transition. And he said to me with a big smile, oh, you know, it was relatively easy. The very first year that we decided to move towards really pushing biking versus car using, and so he said, the first snow that we had, we decided to eliminate the snow from the biking lanes, and we didn't do it on the regular roads. Okay, apart from this type of way, what would you suggest to really induce the population to say, hey, we are really determined to move ahead. We're going to do it with you, not against you, but with you in your own benefit. What would you advocate? So I think something that Dutch cities do really well is not just building the incentive, the carrot to the stick. So there's this carrot and stick approach, incentives and disincentives. The infrastructure and the great cycling conditions are the incentive, but there's also this disincentive that's created through the traffic circulation of the city, so that car traffic is not really permitted to drive directly in a straight line through the city. The through traffic is pushed to perimeter ring roads and circuitous routes on the outskirts of the city. And it makes the neighborhoods very low traffic areas. And this is something you're now seeing in cities like London and Paris, and even Auckland, New Zealand, implementing these low traffic neighborhoods that comes down basically to circulating your traffic and making sure that there's not cars whizzing through every street, and that driving is the fastest way to get within your city. And you have this double benefit of creating really great streets for people to walk and cycle and use as a place rather than a place to pass through. But then you also disincentivize driving, because if cycling takes to your destination takes 20 or 30 minutes and driving is time competitive,
then people perhaps are more likely to choose the bicycle, because at the end of the day, we're a practical species, and we basically just choose what's the quickest way to get from A to B. Mm-hmm. Mm-hmm. Other questions from the audience? Yes, Shaima, tell us. Hello. First of all, I would like to thank you so much for sharing your experience with us. That happens to be, as Patrick says, to be exemplary. I would like to ask you, how's the youth involved in the process in your country, especially the students? And are there any organizations that are focused on involving the students? Thank you. Yeah, that's a great question, and an area that I'm not too familiar with. I'm not aware if the youth themselves are involved in the urban planning process or the transport planning process, but they definitely benefit from it. And after the 65 to 75 age group, the teenagers, 12 to 18, are the second highest demographic that ride bikes in the Dutch cities, and it's largely because they don't need keys or a driver's license for their mobility. Their bicycle is their mobility and their freedom to get around independently. Having said all that, there are traffic safety education classes in school. They start when the child is around 11 years old. So they are introduced to the Dutch road system, what certain signs mean, what intersections do, not just as a cyclist, but as a pedestrian. And then eventually as a driver, to teach them how to navigate traffic. They do a practical exam where they have to get on a bicycle and cycle through the city and demonstrate they're capable of that, to which they receive a certificate. And then, from there on out, they have the freedom to move around the city, cycling to school, to friends' houses, to sports clubs independently. But yeah, I wouldn't say they're too involved in the planning process, but encourage them to get on a bicycle and use that bicycle safely is definitely a big part of the cycling culture here. Thank you. Thank you very much. Time is flying. And I'd like to, finish our conversation with a question related to the aim of your organization. You are a Dutch cycling embassy, okay? Are you just proposing advocacy, or are you also proposing some kind of commercial service to cities which want to go faster in developing their biking system and so forth? In a few words. Yeah. So we're a public-private network. We have private consultants within our organization. We have public organizations such as municipalities, provinces, the National Public Transport or the Railway Infrastructure Company. And we bring teams of Dutch experts to cities to help them solve their specific challenges, not to do it for them as the Dutch experts, but to teach them the skills they need to do it themselves. So that is our mandate, and we've been around for 10 years, and we hope there's many more decades of this type of work to come, because cities have a lot of catching up to do. Sure. Your headquarters are in what cities, if I may talk of headquarters? Yeah, we're in Utrecht, right in the center of the Netherlands, about 20 minutes outside of Amsterdam. And we welcome anybody to come to the Netherlands, and we arrange study tours if they have groups where they would like to get on a bike and see a Dutch city that's comparable to their own context. And then we can bring experts that will explain what they saw, and then ultimately, teach them, as I said, the skills to bring those ideas and inspiration back to their hometown. Thank you. Chris, we thank you so much, for the being with us this afternoon. It's been very enriching, and we stay in touch. My pleasure. Thank you so much. Thanks for having me. Bye. Bye-bye, Chris. Oh, we have questions. Sorry. I'm still here. Okay, good. Okay. Yeah, it was a question on the biking lanes. Have you reached the point of having them completely crowded? Yeah. Because of the abundance of cyclists.
it is reaching that saturation point in many cities, including Amsterdam, including Utrecht, where there's 30 to 40,000 cyclists a day passing through certain streets and intersections. And the conversation now is pushing towards 30-kilometer-hour cities, opening up the streets, no longer segregated cycle paths, but entire streets that are for slow-moving traffic. And built-up areas will eventually, I think, in the next 10 years, just be solely with a 30-kilometer-hour speed limit, and you will not be able to exceed that while you're within the city. I'm glad you are saying that, because this is something that I definitely believe in. Absolutely. This is the way to go. Chris, thank you so much. No other question? No? Very good. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks again. Ce Marc Alexis, on atteint un peu la limite de notre chose. Je voulais simplement, puisque c'était prévu au programme juste avant la conclusion, revenir un petit peu sur le principe des ZFE dans le monde, puisque ça fait partie de notre programme. ZFE, donc les zones faibles émissions. Je voudrais juste dire la chose suivante, parce qu'elle me paraît essentielle. De mon expérience internationale, j'ai envie de dire que je ne connais pas de ville qui ait réussi vraiment une transformation de ses mobilités et puis de tout ce qui va avec, la réduction de la pollution et l'attractivité de la ville, qui connaît pas de ville qui ait réussi sans avoir démarré de manière très structurée les zones de faible émission, une zone de faible émission. Alors, ce n'est pas du tout une nouveauté française, c'est arrivé dans la loi, nous ne sommes pas très en avance. Je dis toujours que la première Low Emission Zone, la première ZFE, c'est Tokyo qui l'a engagée, donc on est vraiment dans une mégalopole. En 2003, ils ont vraiment lancé un projet pour dire, bon maintenant, ça suffit. On a une ville qui finit par ressembler un peu à la Londres du 19e siècle, si je puis dire. Et donc, il y a eu vraiment tout un ensemble d'actions pour essayer de se dire, sur un périmètre donné, on conjugue différentes initiatives pour faire que les émissions polluantes baissent. Voilà, et l'accent a été mis vraiment sur la pollution, pas nécessairement sur les émissions de CO2, qui sont souvent une conséquence, mais, comme on a bien fait le distinguo aujourd'hui, sur la pollution. Et dans cette lutte contre la pollution, il est évident qu'ils ont mis en œuvre tout un ensemble d'initiatives dont nous avons parlé. Développer le piétonnier, développer le cyclable, développer bien évidemment aussi le transport public, passer à de l'hybridation de véhicules, voire des véhicules électriques. Bref, essayer de reconcevoir un petit peu les schémas, améliorer très très fortement la billettique, jouer sur la flexibilité horaire. Quand vous allez au Japon, là vous voyez partout des feux verts, des feux rouges selon les heures où vous passez dans un sens ou dans un autre, etc. Donc tout ça a été développé, des incitations au covoiturage. C'est cet ensemble-là, et puis bien évidemment tout le travail fait sur la logistique du dernier kilomètre, et c'est cet ensemble-là qui constitue une ZFE. Et dans le concept international, la Low Emission Zone n'a d'intérêt que si on la démarre avec la perspective de se dire, dans quelques années, je veux passer à une Ultra Low Emission Zone pour terminer sur une Zero Emission Zone, une zone zéro émission. C'est ça qui est important. Et je le dis pourquoi? C'est parce que la France n'est pas en avance dans ce domaine-là, loin de là, et nous avons fini par développer le concept de ZCR, qui, dans son vocabulaire, est pour moi très mauvais. C'est-à-dire que cette zone de circulation restreinte, c'est quelque chose qui, une fois plus, met l'accent sur la contrainte. Je restreins, je baisse. Ce n'est pas ça. L'objectif d'une zone faible émission, c'est de baisser les émissions. Et comme je disais ce matin, se donner comme objectif de baisser les mobilités, ça n'a aucun intérêt. C'est même d'une stupidité totale. Ce qu'il faut, c'est que les gens soient mobiles, mais qu'ils soient mobiles dans des situations qui ne créent pas de pollution, qui ne créent pas de congestion excessive, etc. La mobilité est un bien en soi. Donc, donc je trouve que la notion de restriction, par définition, n'est pas bonne. Et donc, malheureusement, lorsque j'ai eu le plaisir de présider l'atelier sur les mobilités plus propres dans le cadre des assises de la mobilité,
et qu'on a beaucoup poussé, moi j'ai beaucoup poussé à la création des ZFE, et j'ai d'ailleurs proposé ce qui est maintenant dans la loi relative à la résilience, c'est-à-dire de faire des ZFE dans des villes beaucoup plus petites que la limite qu'on s'était donnée auparavant. Parce que finalement, la ZFE, ce qu'il faut, c'est l'avoir à peu près dès que vous avez une ville de 30 000. Moi, j'ai proposé qu'on dise, allez, toutes les villes de 50 000 habitants, on fait des ZFE. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière de pousser les choses et baisser, enfin, je veux dire, le mettre dans des villes qui ne sont pas trop peuplées, c'est assurer qu'on ne va pas, une fois de plus, créer une disparité entre les villes, les très grandes villes relativement riches, où on va aller vers des technologies propres, etc., etc., et puis des petites villes moins riches sur lesquelles on va rester encore avec du diesel, j'ai envie de dire, du siècle dernier. Donc c'est très important que dans la notion même d'équité territoriale, on se donne cette perspective-là, et c'est en même temps une manière de créer le marché en disant, eh bien, quels que soient finalement les espaces urbains dans lesquels, oui, nous allons tous aller vers davantage d'électrification, vers davantage d'utilisation des hybrides rechargeables. Vous voyez cette notion importante, c'est absolument clé. Et quand je vois que beaucoup de gens associent cette zone faible émission au concept de ZCR, puisque l'administration est revenue sur ce concept de ZCR et de restriction qui me paraît extrêmement mauvais. Voilà, il faut rester au concept de zone de faible émission, il faut l'étendre, il faut lui donner un spectre large d'application. Une ZFE ne se limite évidemment pas à l'introduction de passifs critères. Hein. Ça n'a pas, je dirais, de solidité. Hein, la pastille va permettre de limiter l'entrée dans les villes d'un certain nombre de véhicules effectivement trop polluants, et donc c'est une chose tout à fait intéressante, mais c'est vraiment le niveau zéro, j'ai envie de dire, d'une zone faible émission. La zone faible émission, elle commence par développer le piétonnier, développer le cyclable, introduire, bon, c'est pas si critère, et vraiment avoir une approche qui soit multidimensionnelle. Vous voyez, j'insiste beaucoup parce que la France est le seul pays où on parle de ZCR. Voilà. Et donc ça, c'est quand même extrêmement, extrêmement dommageable, parce qu'une fois de plus, ça introduit cette notion que nous pourrions être dans un contexte en fait de véritable limitation, ce qui n'est pas ce que l'on veut. On veut pouvoir aller faire, bien sûr, le maximum de choses dans notre quotidien, et il faut donc arriver à développer cette chose. Voilà, c'est un message que je voulais faire passer très fort, parce que je pense qu'on a en France une mauvaise compréhension de cela. Hein. On est dans la ZCR où globalement, on veut progressivement chasser les voitures. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est absolument pas l'objet. Vraiment, j'ai été extrêmement malheureux quand dans la loi, j'ai vu réapparaître au départ cette notion. Alors c'est en train d'évoluer parce que tout le monde se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder les choses. Mais donc, essayons, là encore, hein, on parlait de transférabilité. Je trouve que de ce point de vue-là, les propos de notre ami hollandais étaient extrêmement intéressants pour dire, voilà, ces meilleures expériences, nous les décrivons, on fait des clips pour essayer de vous aider à les transposer. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait cette capacité à se dire, avec grande simplicité, voilà, ce que ces gens ont fait de bien, eh bien, on l'adopte, on le met en application, sans se travailler le cerveau pendant des années et des années. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Marc Alexis, merci d'avoir permis d'animer cette réunion.